J'avais 54 ans quand mon propre mari a décidé de me détruire en public. Pendant des années, il m'humiliait à la maison. Il disait que j'étais grosse, inutile, une sangsue qui ne faisait que dépenser son argent. J'ai tout supporté en silence. Mais ce soir-là, il a décidé de faire pire. C'était la fête de son entreprise, remplie de cadres, d'employés et de partenaires. Soudain, il a pris le micro, a pointé le doigt vers moi et a dit « Cet éléphant ne me donne que du dégoût et dépense tout mon argent. » J'avais envie de disparaître, mais il est allé encore plus loin. Il a levé son verre et a dit devant tout le monde dans la salle « Celui qui veut peut la prendre. Je suis fatigué de cette ratée. » La salle entière est devenue silencieuse. Et à ce moment-là, quelque chose s'est produit qui allait changer la vie de toutes les personnes présentes. Un homme s'est levé, a marché jusqu'au centre de la salle, a pris le micro et a dit une seule phrase « Moi, je l'accepte. » À cet instant, je ne le savais pas encore, mais cette phrase allait devenir le début de la plus grande erreur de la vie de mon mari. Parce que cette même nuit-là, j'ai déclaré la guerre, et quelques mois plus tard, nous nous retrouverions devant le tribunal. Je m'appelle Françoise, et cette histoire, je vais vous la raconter telle qu'elle s'est passée, sans rien embellir, sans rien cacher. Parce que des femmes comme moi, il y en a partout. Peut-être que vous en connaissez une. Peut-être que vous êtes l'une d'elles. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like sur cette vidéo et écrivez dans les commentaires d'où vous écoutez. Je vivais à Lyon depuis que j'avais épousé Gilles, 22 ans plus tôt. Gilles Marchand, directeur commercial d'une entreprise de logistique dont le siège se trouvait dans le 6e arrondissement de Paris, mais dont les bureaux principaux étaient ici, à Lyon, non loin de la presqu'île. Un homme élégant, cultivé, avec ce genre de sourire qui vous convainc que vous êtes chanceuse d'être à ses côtés. Pendant les premières années, j'y avais cru, pleinement, profondément. Pendant 22 ans, j'avais organisé chaque dîner, chaque voyage, chaque obligation sociale. J'avais élevé nos 2 enfants, géré la maison, soutenu sa carrière dans l'ombre, refusé des postes qu'on m'avait proposés parce qu'il disait que ça allait compliquer notre vie de famille. Et à chaque fois que j'avais renoncé à quelque chose pour lui, il avait souri, hoché la tête et n'en avait plus jamais parlé. Comme si mon sacrifice était naturel, normal, dû. Gilles avait toujours eu la langue acérée. Au début, je pensais que c'était de l'intelligence, cette façon sèche et directe de parler sans ornements inutiles. Puis j'avais compris que ce n'était pas de l'intelligence, c'était de la cruauté avec une bonne diction. À la maison, les mots arrivaient sans prévenir. Le matin au petit déjeuner, cette robe te grossit, Françoise. Quand je donnais mon avis sur quelque chose qui concernait son travail, tu ne comprends rien aux affaires, tais-toi. Quand je dépensais pour les enfants, pour des fournitures scolaires, pour un manteau d'hiver, tu es un gouffre sans fond, une sangsue avec du rouge à lèvres. J'avais appris à plier ces mots comme on plie une lettre qu'on ne veut pas relire, soigneusement, sans bruit, et à les ranger au fond d'un endroit que je faisais semblant de ne pas connaître. Ce jeudi soir d'octobre 2024, c'était la fête annuelle de son entreprise. Une salle de réception louée près de la place Bellecour, avec des lustres dorés, des tables dressées avec des serviettes pliées en triangle et des serveurs qui circulaient avec des plateaux de champagne comme si le monde était parfait. Le genre d'endroit où tout le monde sourit un peu trop fort et parle un peu trop fort, parce que personne n'est vraiment à l'aise mais personne ne veut le montrer. Je m'étais habillée avec soin, j'avais choisi la seule robe que Gilles n'avait pas encore critiquée. Bleu marine, discrète, coupée juste en dessous du genou. J'avais mis mes boucles d'oreilles en perles, celles que ma mère m'avait données avant de mourir. Les seules que j'avais refusé de retirer, même quand il disait qu'elles me vieillissaient. Et j'avais mis du rouge à lèvres bordeaux, parce que c'était la seule couleur qui me donnait encore l'impression d'exister un peu. Je voulais être suffisamment invisible pour ne pas l'irriter, et suffisamment présentable pour ne pas l'embarrasser. C'était la corde raide de ma vie depuis des années, et j'avais appris à la marcher sans regarder en bas. La fête avait bien commencé. J'avais salué des gens qui me connaissaient à peine, mais souriaient comme si nous étions intimes. J'avais bu un verre de vin blanc en conversant avec l'épouse d'un directeur régional sur un sujet dont je n'avais gardé aucun souvenir.
Des jardins, peut-être, ou des vacances. Mon esprit était ailleurs, comme souvent dans ces soirées où j'étais présente physiquement mais absente de tout le reste. C'est alors que Gilles avait pris le microphone. J'avais pensé discours de fin d'année, chiffres, objectifs, remerciements. Le genre de discours qu'il faisait chaque année avec cette aisance naturelle qui faisait que les gens l'applaudissaient avant même qu'il ait terminé ses phrases. Il avait commencé exactement comme ça. Il avait parlé de croissance, d'équipe, de résilience. La salle avait applaudi au bon moment. Quelqu'un avait crié depuis le fond « Très bien, Gilles !» avec un enthousiasme que je ne comprenais pas vraiment. Et puis, il m'avait regardé. Ce n'était pas un regard tendre. C'était ce regard que je connaissais trop bien. Celui de quelqu'un qui est sur le point de faire quelque chose et qui veut que vous sachiez que vous ne pouvez rien y faire. Un regard de possession absolue, d'impunité totale. Il avait souri à la salle et il avait dit, en parlant de poids mort qu'on traîne, quelques rires nerveux avaient fusé. Cet éléphant à côté de moi ne me donne que du dégoût et dépense tout mon argent. L'air avait quitté mes poumons. Pas d'un coup. C'était comme une crevaison lente, inexorable. Le champagne de quelqu'un avait été posé délicatement sur une table. Une femme avait retenu son souffle. Et le silence avait envahi la salle comme de la fumée, progressivement, silencieusement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'autre. J'étais debout. Ma robe bleu marine. Mes boucles d'oreilles en perles de ma mère morte. Mon rouge à lèvres bordeaux. Et 54 ans de vie entière réduits à une blague dans un microphone bon marché dans une salle de réception louée à Lyon. Je sentais la brûlure monter le long de mon cou. Ce n'était pas de la honte, c'était quelque chose de différent. C'était le son de quelque chose qui se brisait, pas en morceaux, mais en décision. Gilles leva son verre, avec un sourire. Qui en veut peut la prendre. J'en ai assez de cette ratée. 3 secondes. 5. Personne ne riait vraiment. Certains regardaient en leur verre, d'autres regardèrent le sol. Une femme près de la fenêtre s'était retournée vers le mur comme si elle cherchait une sortie qui n'existait pas. Et moi, j'étais là, immobile, avec le sentiment étrange et brutal que quelque chose venait de se terminer. Non pas notre mariage, non pas cette soirée, mais une version de moi-même qui avait accepté, pendant 22 ans, de se taire. C'est à ce moment précis qu'une chaise a raclé le sol. Quelqu'un s'était levé. Et ce qui allait se passer ensuite, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Ce n'était pas un homme jeune. Il avait environ 60 ans, les cheveux gris coupés courts, une veste gris anthracite sans cravate. Il portait des lunettes à fine monture métallique. Il marchait lentement, non pas par faiblesse, mais avec cette façon particulière qu'ont certains hommes qui n'ont plus rien à prouver à personne. Chaque pas était posé, délibéré, comme s'il avait décidé exactement où il allait avant même de se lever. Je ne le connaissais pas. Gilles le connaissait, lui. Je le voyais à la façon dont mon mari avait légèrement reculé d'un demi-pas en voyant cet homme traverser la salle. Un recul imperceptible pour quiconque ne l'observait pas depuis 22 ans. Mais moi, je l'observais depuis 22 ans. Et ce demi-pas m'avait tout dit. L'homme traversa la salle sans demander la permission, sans hésiter, sans regarder sur les côtés. Les gens s'écartèrent légèrement sur son passage, instinctivement, comme on s'écarte devant quelqu'un dont on ne sait pas encore très bien ce qu'il va faire, mais dont on comprend intuitivement qu'il ne s'arrêtera pas. Il avait ce genre de présence, calme, dense, absolue. Il s'arrêta à 1 mètre de Gilles. Il tendit la main avec une lenteur presque théâtrale et dit simplement « Le microphone ». Gilles cligna des yeux, puis il le lui donna. Je n'aurais su dire pourquoi. Peut-être parce que la façon dont cet homme avait tendu la main ne laissait pas vraiment d'autre option. Peut-être parce que Gilles, dans toute sa suffisance habituelle, n'avait pas prévu ce moment et ne savait pas encore comment le gérer. Peut-être parce qu'au fond de lui, quelque chose lui disait déjà que la soirée venait de changer de direction. L'homme se retourna vers la salle. Il regarda les gens, lentement, sans se presser. Laissa le silence durer quelques secondes de plus que ce qui était confortable. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Même les serveurs, avec leurs plateaux de champagne, s'étaient immobilisés quelque part sur les bords de la salle, comme des personnages dans un tableau. Et puis il parla. « Je m'appelle Marcel.
Je suis conseiller juridique de cette entreprise depuis 11 ans. Pause. Et je viens d'entendre le président de cette entreprise humilier publiquement sa propre épouse devant 60 employés. La salle était paralysée. Gilles tenta de sourire. Ce sourire qu'il utilisait quand il voulait minimiser quelque chose sans avoir l'air de le minimiser. « Marcel, c'était une plaisanterie. Tu n'as pas besoin de... » Ce n'en était pas une. La voix de Marcel n'était pas forte. Elle était pire que forte. Elle était absolument calme. Le genre de calme qui ne cherche pas à convaincre parce qu'il n'en a pas besoin. Il se tourna vers moi. Et pour la première fois depuis que cet homme avait traversé la salle, nos regards se croisèrent vraiment. Il ne me regardait pas avec de la pitié. Il ne me regardait pas avec de la commisération ou ce genre d'expression condescendante que les gens prennent parfois quand ils pensent vous aider mais vous écrasent davantage. Il me regardait avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps dans les yeux de quelqu'un. Du respect. Tout simplement. « Madame, dit-il doucement, votre mari vient de dire publiquement que quiconque le souhaitait pouvait vous emmener. » Il fit une courte pause. « Je vous accompagne jusqu'à la sortie de cette salle, si vous le souhaitez. » Mon cœur s'arrêta. Pas de peur, pas de surprise. Il s'arrêta de cette façon dont s'arrêtent les choses qui attendaient depuis longtemps une permission pour cesser. Gilles fit un pas en avant. La couleur avait quitté son visage d'une façon que je ne lui avais jamais vue. Même ses mains avaient changé. Plus les mains sûres d'elles-mêmes qu'il posait sur les tables de réunion comme s'il en était le propriétaire. Mais des mains légèrement crispées, légèrement perdues. « Marcel, tu vas trop loin, je t'assure que... »« Tu viens de faire ça en public, Gilles. » La voix de Marcel coupa l'air net. « Devant tes employés, avec les caméras allumées, et je suis témoin. » Gilles ouvrit la bouche, la referma. Marcel se retourna vers moi et attendit. Il n'insista pas, il ne répéta pas, il attendit simplement, debout, immobile, avec cette patience particulière des gens qui savent que certaines décisions ne peuvent être prises que par une seule personne et que se précipiter ne ferait que tout gâcher. Et moi, je restai là pendant ce qui me parut être une éternité, mais ne fut probablement que quelques secondes. Je sentais les regards de 60 personnes sur moi. Je sentais le poids de ma robe bleu marine, le poids de mes boucles d'oreilles en perles, le poids de 22 ans de silence accumulé quelque part entre mes omoplates. Et puis, quelque chose que je ne savais plus faire depuis très longtemps se produisit. Je me levai. Pas brusquement. Pas avec les larmes que j'aurais cru avoir. Je me levai simplement, posai ma serviette sur la table, pris mon sac, et marchai vers Marcel d'un pas qui ne tremblait pas autant que je l'aurais imaginé. Je pris le microphone qu'il me tendait, et je regardai la salle. 60 visages. Des visages que je connaissais pour certains, que je croisais dans les couloirs lors des rares fois où j'accompagnais Gilles au bureau. Des visages que je ne connaissais pas, des visages gênés, des visages choqués, des visages qui attendaient de voir ce que j'allais faire. Ma voix, quand elle sortit, me surprit moi-même. Elle ne tremblait pas. 22 ans. Le silence qui suivit ces deux mots fut le plus lourd de toute la soirée. 22 ans que j'entends ces mots à la maison. Éléphant, raté, sensu. Gilles fit un mouvement vers moi. « Françoise, arrête. » Non. Un mot. Sec, entier, définitif. Il s'arrêta. Je regardai la salle une dernière fois. « Vous voulez savoir ce que fait un éléphant ?» Ma voix était étrangement calme. Il porte, pendant des années, en silence. Je repris ma respiration. Mais un éléphant a aussi une très longue mémoire. Je posai le microphone sur la table, me tournai vers Marcel. « Vous pouvez m'accompagner jusqu'à la sortie, oui. » Et nous partîmes. Derrière nous, personne ne parla. Personne n'applaudit, personne ne rit. Le silence fut l'ovation la plus dévastatrice que j'ai jamais entendue. Mais ce que je ne savais pas encore, ce que je ne pouvais pas savoir dans ce moment précis où je traversais cette salle vers la sortie, c'est que Marcel ne m'accompagnait pas seulement jusqu'à la porte. Il m'accompagnait vers quelque chose que je n'aurais jamais osé imaginer. Et Gilles, lui, venait de commettre l'erreur la plus coûteuse de sa vie.
La nuit d'octobre à Lyon avait cette humidité froide qui s'installe sous le manteau avant même qu'on ait eu le temps de le boutonner. Les pavés de la place Bellecour luisaient légèrement sous les réverbères, et la statue équestre de Louis XIV se dressait au centre de la place avec cette arrogance de pierre qui ne se soucie ni du froid ni des drames humains qui se jouent à ses pieds. Je marchais vite. Pas parce que j'avais une destination précise, mais parce que mon corps avait besoin de mouvement après toutes ces minutes d'immobilité forcée dans cette salle. Mes talons claquaient sur les pavés dans le silence de la nuit, et ce bruit-là, ce bruit de mes propres pas, rapide et décidé, était la première chose depuis très longtemps qui me semblait vraiment m'appartenir. Marcel marchait à côté de moi sans parler. Il ne cherchait pas à meubler le silence. Il ne posait pas de questions. Il ne disait pas « ça va aller », comme ces gens bien intentionnés qui prononcent cette phrase sans réfléchir parce qu'ils ne supportent pas l'inconfort du silence des autres. Il marchait simplement, les mains dans les poches de sa veste grise anthracite, à un demi-pas derrière moi, comme quelqu'un qui accompagne sans diriger. Ce fut moi qui m'arrêtai la première. Devant un banc en fer forgé, à l'angle de la place, sous un platane dont les dernières feuilles d'automne résistaient encore au vent. Je m'assis sans vraiment décider de le faire. Mes jambes avaient simplement cessé d'avancer. Marcel s'assit à l'autre extrémité du banc, pas trop près, avec cette discrétion naturelle des gens qui comprennent que l'espace est parfois la seule chose dont on a vraiment besoin. Quelques secondes passèrent, puis il dit, très doucement, « Vous n'avez pas à me raconter quoi que ce soit. » Je regardais devant moi, les lumières de la place, un couple qui traversait au loin, main dans la main, sans se douter de rien. Un serveur qui sortait fumer devant un restaurant, le col relevé contre le froid. « Je sais, dis-je. » Silence. Mais je vais le faire quand même. Et je commençai à parler. Je lui racontais tout. Pas de façon ordonnée, pas avec la logique froide d'un rapport ou d'un témoignage. De façon humaine, c'est-à-dire chaotique, non linéaire, avec des retours en arrière et des digressions et des moments où ma voix changeait de texture sans que je puisse vraiment l'en empêcher. Je lui parlais des premières années, quand les mots blessants étaient rares et que je les mettais sur le compte de la fatigue ou du stress. Je lui parlais du moment où j'avais compris que ce n'était pas de la fatigue. Je lui parlais du contrôle financier qui s'était installé progressivement. D'abord sous couvert d'organisation, puis de gestion, puis de décision unilatérale, jusqu'au jour où j'avais réalisé que je n'avais plus accès au compte commun sans lui demander la permission. Je lui parlais de l'isolement, des amis que j'avais perdus une à une parce qu'ils trouvaient toujours une raison pour que je ne les voie pas. Je lui parlais des enfants qui avaient grandi dans une maison où la tension était permanente, où les repas du soir ressemblaient à des négociations de paix fragiles. Marcel m'écoutait sans m'interrompre. Il ne prenait pas de notes. Il ne hochait pas la tête de façon mécanique, comme ces gens qui font semblant d'écouter. Il regardait devant lui, ou parfois vers moi, avec une attention totale et silencieuse qui me donnait l'impression étrange d'être entendu pour la première fois depuis très longtemps. Quand je m'arrêtais, non pas parce que j'avais tout dit, mais parce que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais dire ce soir-là, il resta silencieux pendant un long moment. Puis, il dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Gilles vient de commettre une erreur monumentale ce soir. » Je le regardais. Tout ce qu'il faisait chez vous, et que vous n'auriez probablement jamais pu prouver, il vient de le faire devant 60 témoins. Je sentis quelque chose se déplacer dans ma poitrine, pas encore de l'espoir. Je ne savais plus très bien ce que c'était, l'espoir. Quelque chose de plus petit, de plus fragile, une fissure dans quelque chose qui avait été fermé depuis longtemps. Avec les caméras allumées, continua Marcel, dans le cadre d'un événement d'entreprise officiel. Il se tourna vers moi. Ce n'est plus votre parole contre la sienne, Françoise. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like sur cette vidéo, ça m'aide énormément. Maintenant, on continue. Je restais silencieuse un moment. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Marcel sortit un petit carnet de la poche intérieure de sa veste. Un carnet noir, usé sur les coins, du genre qu'on utilise depuis longtemps. Il l'ouvrit à une page vierge. Je veux dire que ce qui s'est passé ce soir peut changer complètement la nature de ce qui vous attend. Il prit un stylo. Mais seulement si on s'y prend de la bonne façon.
Il commença à écrire. Premier point, les témoins. 60 personnes étaient présentes. Certaines ont déjà exprimé leur indignation avant même que vous quittiez la salle. J'en ai remarqué plusieurs. Il faudra les contacter rapidement avant que la pression sociale ou la loyauté professionnelle envers Gilles ne commence à modifier leurs souvenirs. Je l'écoutais avec une attention que je ne m'étais pas connue depuis longtemps. Deuxième point, les caméras. Il écrivit sans s'arrêter. Les événements d'entreprise de cette envergure sont systématiquement filmés. La société qui a loué la salle a ses propres enregistrements. La production vidéo engagée par l'entreprise en a d'autres. Ces images ne lui appartiennent pas. Il peut les faire effacer ? Marcel leva les yeux vers moi. Il peut essayer. Petite pause. C'est pourquoi la vitesse est essentielle. Il continua d'écrire. Troisième point, le schéma financier. Vous m'avez parlé d'un contrôle progressif sur l'accès aux comptes. Ce type de comportement laisse des traces. Des relevés bancaires, des virements unilatéraux, des restrictions documentées. Tout ça peut être reconstitué. Je regardais ce petit carnet noir sur lequel il écrivait, et pour la première fois depuis des heures, depuis des années peut-être, je sentis que les mots qui me concernaient n'étaient plus des insultes. C'étaient des preuves. Et ensuite, demandai-je. Marcel referma son carnet. Il me regarda avec cette expression que j'allais apprendre à reconnaître dans les semaines suivantes. Cette expression de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il va dire, mais qui prend le temps de le dire bien. Ensuite, dit-il, on commence vraiment. Le froid de la nuit était toujours là. Les pavés brillaient toujours sous les réverbères. La statue de Louis XIV regardait toujours le vide avec sa souveraineté de pierre. Mais quelque chose avait changé. Je ne savais pas encore exactement quoi. Je savais seulement que je n'étais plus la même femme qui était entrée dans cette salle de réception quelques heures plus tôt, avec l'espoir discret de passer une soirée sans incident. Et que Gilles, en ce moment précis, rentrait probablement chez lui en croyant que tout allait continuer comme avant. Il se trompait. Les jours qui suivirent la fête furent étranges, pas dramatiques, pas explosifs, étranges, de cette façon particulière qu'ont certaines périodes de la vie de ressembler à l'accalmie entre deux orages, quand l'air est immobile et chargé et que les oiseaux ne chantent plus, et qu'on sait que quelque chose arrive sans pouvoir encore dire d'où. Gilles rentra à la maison ce soir-là avant moi. Quand j'ouvris la porte de l'appartement, toutes les lumières du salon étaient allumées et il était assis dans le canapé, les coudes sur les genoux, dans cette posture que je ne lui avais jamais vue. Pas la posture de l'homme sûr de lui qui occupait l'espace comme si le monde lui appartenait, mais quelque chose de contracté, de replié sur lui-même. Il leva les yeux quand j'entrai. Je posai mon sac sur la console de l'entrée sans le regarder. J'enlevai mon manteau. J'accrochai mes clés. Chaque geste lent, précis, ordinaire, comme si cette soirée avait été une soirée normale et que je rentrais simplement chez moi après. Françoise. Je ne répondis pas. Françoise, il faut qu'on parle. Je me dirigeais vers la cuisine, remplis un verre d'eau. Le bus lentement, debout devant l'évier, regardant par la fenêtre les lumières de Lyon dans la nuit. Ces milliers de fenêtres allumées, derrière lesquelles des gens vivaient des vies que je n'imaginais pas, avec leurs propres drames et leurs propres silences et leurs propres nuits difficiles. Ce que j'ai dit ce soir, commença-t-il depuis le salon, avec cette voix légèrement modulée qu'il utilisait quand il voulait gérer une situation sans vraiment s'excuser, c'était maladroit. Je reconnais que c'était maladroit. Maladroit. 22 ans de ma vie, réduit à un adjectif. Je posais mon verre dans l'évier. Et je montais dans la chambre d'amis, celle que nous avions aménagée pour les enfants quand ils revenaient, avec son couvre-lit bleu pâle et sa fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. Je m'allongeais tout habillé sur le lit, les yeux ouverts dans le noir, et j'écoutais Lyon respirer derrière la fenêtre. Je ne pleurais pas. C'était peut-être la chose la plus étrange de cette nuit étrange. Le lendemain matin, j'appelai Marcel. Il décrocha à la deuxième sonnerie, comme s'il attendait mon appel. Nous nous donnâmes rendez-vous l'après-midi même dans son cabinet, dans le quartier de la Croix-Rousse, un appartement ancien converti en bureau,
au 3e étage d'un immeuble de pierre dorée, avec des étagères jusqu'au plafond, une odeur de vieux papier et de café, et une fenêtre qui donnait sur les toits de Lyon avec leurs tuiles romaines couleur terre cuite. Je m'assis en face de lui. Il avait déjà sorti plusieurs dossiers. « 3 personnes m'ont contacté ce matin, dit-il sans préambule. 3 employés de l'entreprise qui étaient présents hier soir et qui souhaitent témoigner. » Je le regardais. Spontanément? Spontanément. Il ouvrit le premier dossier. Une assistante de direction qui travaille là depuis 9 ans. Un responsable logistique. Et la femme d'un partenaire commercial qui n'est pas employé de l'entreprise, mais qui était invitée. Je sentis quelque chose que je n'avais pas encore nommé commencer à prendre forme quelque part dans ma poitrine. « Est-ce qu'il risque quelque chose ?» demandai-je. « Professionnellement, je veux dire. » Marcel posa ses mains à plat sur le bureau. C'est exactement la bonne question. Il me regarda. Et c'est exactement pour ça que nous devons aller vite. Eh bien, parce que dans les prochains jours, Gilles va comprendre ce qui se passe. Et quand il comprendra, il va commencer à gérer. Gérer comment? Il va appeler des gens, rappeler des faveurs, faire sentir à certains témoins potentiels que leur loyauté envers lui devrait passer avant leur honnêteté. Il dit ça sans amertume, simplement comme un fait. C'est ce que font les gens comme lui quand ils sentent que le sol se dérobe. Je pensais à toutes ces années où j'avais vu Gilles gérer les situations qui lui échappaient, avec ce mélange précis de charme et d'intimidation qui lui permettait toujours de reprendre le contrôle. Une partie de moi avait encore peur que ça marche, que tout ça s'effondre avant même d'avoir commencé. Marcel dut lire quelque chose sur mon visage. Françoise. Sa voix était ferme mais pas dure. Ce qu'il a fait hier soir, il l'a fait en public. Ça change tout. Ce n'est plus une question de votre parole contre la sienne. C'est une question de preuves. Et les preuves, elles, ne se gèrent pas avec des coups de téléphone. Il sortit une feuille de son dossier et la fit glisser vers moi. C'était une liste, écrite à la main, avec ce stylo qu'il avait sorti sur le banc la nuit précédente. Je la parcourus lentement. Témoin direct, enregistrement vidéo, relevé bancaire sur 5 ans. Échange écrit documentant le contrôle financier. Témoignage des enfants si nécessaire et si consenti. Je m'arrêtais sur ce dernier point. Les enfants. Thomas avait 26 ans. Lucie en avait 23. Ils vivaient tous les deux à Paris depuis leurs études. Nous nous appelions régulièrement, mais je ne leur avais jamais vraiment dit « pas vraiment », pas avec les mots précis et honnêtes. Ce que leur père et moi vivions à la maison depuis des années. Je leur avais épargné ça, ou peut-être que je m'étais épargné ça. Je ne savais plus très bien. « Je ne veux pas les impliquer si ce n'est pas nécessaire », dis-je. Marcel hocha la tête immédiatement. Je comprends. Et pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Nous avons suffisamment d'éléments sans aller jusque-là. Il referma le dossier. Ce que je vais vous demander de faire dans les prochains jours est simple mais important. Il me regarda. Continuez à vivre normalement. Ne changez rien dans votre comportement avec Gilles. Ne lui dites pas que vous me consultez. Ne lui dites pas ce que nous préparons. Il va se douter. Peut-être, mais douter n'est pas savoir. Et tant qu'il ne sait pas exactement ce que nous avons, il ne peut pas se défendre contre quelque chose qu'il ne voit pas venir. Je pensais à ce que ça signifiait concrètement. Continuer à vivre dans cet appartement. Continuer à dîner en face de cet homme. Continuer à faire semblant que rien n'avait changé alors que tout avait changé. « Combien de temps ?» demandai-je. Marcel réfléchit un instant. 2 semaines. 3 au maximum. 2 semaines. 3 au maximum. Je regardais par la fenêtre les toits de Lyon, les tuiles terre cuite, le ciel de novembre qui s'étirait gris et lourd au-dessus de la ville. Quelque part là-dehors, Gilles était dans ses bureaux à gérer ses dossiers, à sourire à ses collaborateurs, à croire que cette histoire allait s'effacer comme toutes les autres histoires s'étaient effacées avant elle. Il ne savait pas que dans ce bureau de la Croix-Rousse, un homme aux cheveux gris et aux lunettes à fine monture était en train de construire, dossier par dossier, témoignage par témoignage, quelque chose qu'il ne pourrait pas effacer, et que la femme assise en face de lui n'était plus la même femme qui s'était tue pendant 22 ans. Je me levai. 2 semaines, dis-je. Marcel me tendit la main.
Je la serrai. Et en descendant les 3 étages de cet immeuble de pierre dorée, en entendant mes pas résonner dans la cage d'escalier ancienne, je sentis quelque chose que je n'avais pas senti depuis si longtemps que je faillis ne pas le reconnaître. De la force. Fragile encore, incertaine, comme une flamme dans le vent. Mais là, bien là. La 2e semaine fut la plus difficile. Non pas à cause de ce qui se passait dans le cabinet de Marcel. Là-bas, les choses avançaient avec une précision et une méthodologie qui me donnaient l'impression rassurante que quelqu'un savait exactement où il allait. Non. La difficulté venait de l'appartement, de ces murs que je connaissais depuis 22 ans, de cette table où nous dînions en face l'un de l'autre comme si le monde était encore le même. Gilles avait changé de tactique. Il ne m'insultait plus. Il ne lançait plus ces petites phrases acérées qu'il distillait d'habitude avec une régularité presque mécanique. Au lieu de ça, il avait adopté une douceur nouvelle, prudente, légèrement forcée. Le genre de douceur qu'on reconnaît immédiatement parce qu'elle ressemble à tout sauf à de la douceur réelle. Il me demandait comment s'était passée ma journée. Il rentrait à des heures raisonnables. Un soir, il avait même apporté des fleurs, des roses jaunes, posées sur le comptoir de la cuisine avec un silence qui voulait dire quelque chose qu'il n'arrivait pas à formuler. Je les avais mises dans un vase. Je lui avais dit merci, et j'avais continué à préparer le dîner comme si de rien n'était. Ce soir-là, en faisant la vaisselle après le repas, j'avais senti son regard dans mon dos. Ce regard que je connaissais, pas le regard cruel de toujours, mais quelque chose de plus difficile à nommer, de l'évaluation peut-être, ou de la peur mal déguisée en observation. Françoise. Je continuais à rincer les assiettes. Je sais que tu es encore en colère après ce qui s'est passé à la fête. Je posai une assiette dans l'égouttoir. Je ne suis pas en colère, dis-je, ce qui était vrai. La colère implique une agitation, une chaleur, un désordre intérieur. Ce que je ressentais était tout le contraire, une clarté froide et stable, comme ces matins d'hiver où le ciel est d'un bleu absolu et où chaque contour est net et précis. Il s'approcha. Je l'entendis à ses pas. Je voudrais qu'on en parle. Je me retournai. Il était là, à 2 mètres de moi, dans la lumière jaune de la cuisine. Et pour la première fois depuis longtemps, je le regardais vraiment. Non pas avec les yeux de la femme habituée à éviter son regard pour ne pas provoquer quelque chose, mais avec les yeux de quelqu'un qui observe. Il avait vieilli. Ses tempes étaient plus grises que dans mon souvenir. Il y avait quelque chose d'épuisé dans la ligne de ses épaules, quelque chose qu'il cachait habituellement derrière son assurance, mais qui transparaissait ce soir dans la lumière de cette cuisine ordinaire. « Très bien, dis-je. Parlons. » Il parut légèrement déstabilisé par mon calme. Il avait peut-être attendu des larmes ou de l'agitation, ou ce silence blessé que j'avais opposé à ces mots pendant des années. Pas ça. Ce que j'ai dit à cette fête, il chercha ses mots. C'était inexcusable, je le sais. Je l'écoutais sans rien dire. J'étais sous pression. Le trimestre a été difficile, les résultats ne sont pas bons, j'avais trop bu et... Il s'arrêta. Je sais que ça n'excuse rien. Je regardais cet homme qui, pour la première fois en 22 ans, me présentait quelque chose qui ressemblait vaguement à des excuses. Et je pensais à Marcel, dans son bureau de la Croix-Rousse, en train de compiler des années de preuves. Je pensais aux 3 témoins qui avaient appelé spontanément. Je pensais aux caméras dont les enregistrements avaient déjà été sécurisés par une demande officielle. Et je pensais à toutes les fois où j'aurais voulu entendre ces mots, inexcusables, je sais, je le reconnais, et où ils auraient tout changé. Toutes ces fois où une vraie excuse, une vraie remise en question aurait peut-être pu reconstruire quelque chose. Ce n'était plus une de ces fois. « Je t'entends », dis-je simplement. Il attendit que j'ajoute quelque chose. Je n'ajoutai rien. Je repliai le torchon de cuisine, l'accrochai à l'anneau près de l'évier et dis « Je suis fatigué, je vais me coucher ». Et je montai dans la chambre d'amis. Derrière moi, j'entendis le silence de la cuisine, ce silence particulier d'un homme qui avait préparé quelque chose et qui se retrouve seul avec ce qu'il avait préparé, sans savoir quoi en faire. Le lendemain, je retrouvai Marcel à la Croix-Rousse. Il m'accueillit avec cette expression que j'avais appris à lire, ni souriante ni grave, mais concentrée, habitée,
celle de quelqu'un qui a travaillé et qui a des choses précises à dire. « Asseyez-vous. » Je m'assis. Il posa sur le bureau une chemise cartonnée bleue, plus épaisse que toutes les précédentes. « Voilà où nous en sommes. » Il l'ouvrit. Les enregistrements vidéo de la soirée ont été obtenus. 2 sources différentes, la régie de la salle et la production engagée par l'entreprise. La scène est visible sous 2 angles. Le son est parfaitement audible. Je regardais les captures d'écran posées devant moi, mon visage, la salle, et Gilles, souriant, tenant son verre levé. Les 5 témoins, nous en avons maintenant 5, ont signé des déclarations écrites. Il fit glisser les documents vers moi. Aucun d'entre eux n'a subi de pression de la part de Gilles, pour l'instant. Pour l'instant. Il va essayer, dis-je. Il a déjà commencé. Marcel me regarda. Il a appelé 2 des témoins cette semaine. Mon estomac se contracta légèrement. Et ils m'ont appelé immédiatement après pour me le signaler. Il dit ça avec un calme absolu. Ce qui, juridiquement, constitue une tentative d'influence sur des témoins potentiels. Je compris ce que ça signifiait. Il vient d'aggraver sa situation. Marcel hocha la tête lentement, considérablement. Il continua. Les relevés bancaires des 5 dernières années avaient été obtenus via une demande légale. Ils montraient un schéma clair et documenté, des transferts systématiques vers un compte dont je n'avais pas accès, une réduction progressive de mes droits sur le compte commun, des dépenses personnelles de Gilles dissimulées sous des intitulés professionnels. Chaque élément s'ajoutait aux autres comme les pièces d'une construction que je commençais à voir dans sa totalité. Mais ce fut la dernière chose que Marcel dit ce jour-là qui changea tout. Il sortit un document d'apparence administrative couvert de textes denses et le posa devant moi en le retournant pour que je puisse le lire. « Connaissez-vous le code de conduite interne de l'entreprise de Gilles ?» Je fronçai les sourcils. Vaguement. Il en avait parlé quand il l'avait adopté. En 2019. Marcel posa son index sur une clause marquée au stylo rouge. « Lisez ça. » Je lus, lentement, puis une 2e fois. La clause était claire, précise, sans ambiguïté possible. Tout dirigeant ou cadre supérieur, dont le comportement, au sein ou en dehors du cadre professionnel, constituerait un acte d'humiliation publique, de harcèlement moral ou de violence psychologique envers un membre de sa famille ou un collaborateur, pourrait être soumis à une procédure de révocation par le conseil d'administration. Je levai les yeux vers Marcel. Il a signé ça. Il a signé ça. Pause. Et le conseil se réunit dans 10 jours. Le silence qui suivit dura plusieurs secondes. Dehors, les toits de Lyon étaient couverts d'un fin voile de brume. La lumière de novembre entrait par la fenêtre avec cette douceur grise et horizontale qui donne à tout une apparence de gravité tranquille. Si le conseil vote sa révocation avant que le divorce soit prononcé, je commençai lentement. L'évaluation patrimoniale change entièrement, dit Marcel. La valeur de ses parts dans l'entreprise, son revenu, son statut, tout ce sur quoi se basera le juge pour fixer les termes du divorce. Je regardais cette clause marquée au stylo rouge. Cet homme qui m'avait appelé éléphant, fracassé, s'ensuit pendant 22 ans. Cet homme qui avait fait ça devant 60 personnes avec un sourire. Cet homme qui m'avait apporté des roses jaunes la semaine dernière en croyant que ça suffirait. Il avait lui-même signé le document qui allait tout changer. Je posai mes 2 mains à plat sur le bureau. Et pour la première fois depuis le début de tout ça, je souris. Le 10e jour après la fête, Gilles m'appela sur mon portable alors que j'étais assise dans un café du Vieux-Lyon, non loin de la cathédrale Saint-Jean, attendant que Marcel arrive pour notre réunion de l'après-midi. C'était un de ces cafés anciens, avec des banquettes en velours rouge usées et des miroirs jaunis sur les murs, le genre d'endroit où le temps semble avoir décidé de ralentir un peu, de ne pas trop se presser. Je regardais son nom s'afficher sur l'écran. Je le laissais sonner 3 fois. Puis, je décrochais. Françoise. Sa voix avait cette texture que je connaissais bien. Pas encore de la panique, mais quelque chose juste en dessous, comme une eau qui commence à frémir sans encore bouillir. Il faut qu'on se parle, aujourd'hui. Je t'écoute. Pas au téléphone. Pause. Ce soir, à la maison.
Je regardais par la fenêtre du café les pavés dorés de la rue du Bœuf, mouillés par une pluie fine qui venait de commencer. Une femme passait avec un parapluie rouge. Un enfant courait devant sa mère en essayant d'attraper une feuille morte emportée par le vent. « Très bien, dis-je. Ce soir. » Je raccrochai. Marcel arriva 10 minutes plus tard, son manteau couvert de fines gouttelettes de pluie. Il s'assit en face de moi, commanda un café sans sucre d'un geste familier au serveur. Je compris qu'il venait souvent ici, et posa son attaché-case sur la banquette à côté de lui. « Il vous a appelé, dit-il. Ce n'était pas une question. Il y a 10 minutes. » Marcel hocha la tête lentement, comme si c'était exactement ce qu'il avait prévu. Le conseil se réunit après-demain. Il ouvrit son attaché-case. Il vient d'apprendre que 3 membres du conseil ont été informés des événements de la fête. Je le regardai. Comment ils l'ont appris? Parce que 2 des témoins siègent dans des instances proches du conseil. Marcel sortit une chemise. Et parce que la vidéo circule. Je fermai les yeux une seconde. Depuis 10 jours, j'avais su que ça arriverait. Que les images se diffuseraient, que les conversations iraient de bureau en bureau, que ce que Gilles avait cru pouvoir contenir dans cette salle de réception se répandrait bien au-delà. Mais l'entendre formuler ainsi, la vidéo circule, donnait à toute la situation une dimension nouvelle, concrète, irréversible. Il a peur, dis-je. Oui. Marcel posa la chemise sur la table, mais ne l'ouvrit pas encore. Et un homme qui a peur fait 2 choses. Il leva un doigt. Soit il attaque. Il leva un deuxième. Soit il négocie. Lequel va-t-il choisir? Marcel me regarda avec cette expression tranquille et légèrement fatiguée de quelqu'un qui a passé 30 ans à observer les comportements humains dans les pires moments. Ce soir, vous allez le savoir. Il ouvrit enfin la chemise. À l'intérieur se trouvait un document d'une 10aine de pages, avec en en-tête le logo de son cabinet. Il le fit glisser vers moi. Voici les termes que nous allons viser dans la procédure de divorce. Je commençai à lire. 50% des biens acquis durant le mariage, l'appartement de Lyon, la résidence secondaire en Bretagne, que je n'avais plus le droit de mentionner depuis que Gilles avait décidé de le louer sans me consulter, les comptes d'épargne dont je ne connaissais pas l'intégralité des montants, une pension compensatoire sur 5 ans, calculée sur la base des revenus actuels de Gilles et de mes années d'interruption professionnelle pour soutenir sa carrière, une indemnisation pour préjudice moral, appuyée sur les témoignages et les enregistrements, et une clause spécifique concernant les dépenses personnelles dissimulées sous forme de frais professionnels sur les 5 dernières années, qui, si elles étaient éprouvées devant le tribunal, constitueraient non seulement un motif aggravant dans le divorce, mais potentiellement une infraction fiscale distincte. Je posai le document. C'est réaliste? Marcel prit une gorgée de son café. Avec ce que nous avons, oui. Il reposa sa tasse. Sans la vidéo, sans les témoins, sans les relevés bancaires. Non. Vous auriez eu 10 ans de procédure pour obtenir la moitié de ça. Il me regarda. Mais nous avons tout ça. Je pensais à cette phrase qu'il m'avait dite sur le banc la nuit de la fête. Ce que Gilles avait cru être une soirée ordinaire, de fin d'année, était en réalité le moment où il avait lui-même construit sa chute. Pas par malchance, pas par accident. Par cette arrogance particulière des gens qui ont tellement l'habitude d'une impunité qu'ils finissent par croire qu'elle est permanente. Ce soir-là, je rentrai à l'appartement à 19h. Gilles était déjà là. Pas dans le canapé cette fois, debout dans le salon, près de la fenêtre, regardant la rue. Il se retourna quand j'entrai. Sa cravate était desserrée. Il avait les yeux de quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi. Je posai mon sac. Je gardai mon manteau. « Tu voulais me parler ?» dis-je. Il fit un geste vers le canapé. « Assieds-toi. » « Je préfère rester debout. » Il me regarda un moment. Puis il hocha la tête, acceptant ça, et dit « J'ai appris que tu consultais Marcel. » Je ne répondis rien. Françoise, Marcel travaillait pour moi. Pour nous. Pour l'entreprise. Il travaille pour moi maintenant. Gilles ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, il y avait dans son regard quelque chose que je n'y avais presque jamais vu. De la vulnérabilité réelle, pas de la manipulation, pas du calcul. Quelque chose d'authentiquement humain et authentiquement apeuré.
Le conseil se réunit après-demain, dit-il. Tu sais ce qu'ils vont faire si cette histoire continue? Je sais. Tu veux vraiment que je perde mon poste? Je le regardais dans les yeux. Ce que je voulais, dis-je lentement, c'est ne pas être humilié en public. Il baissa les yeux. Ce que je voulais, c'est avoir accès à mon propre argent. Il ne dit rien. Ce que je voulais, c'est ne pas entendre le mot éléphant dans ma propre maison pendant 22 ans. Le silence entre nous dura longtemps. Puis il dit, d'une voix que je ne lui connaissais pas, « Qu'est-ce que tu veux pour arrêter tout ça ?» Je pensais à Marcel, à la chemise avec les termes du divorce, à la clause marquée au stylo rouge dans le code de conduite de l'entreprise, à toutes les pièces que nous avions assemblées, patiemment, méthodiquement, pendant 10 jours. Et je pensais à quelque chose que Marcel m'avait dit lors de notre première réunion. Quelque chose que j'avais retenu, comme on retient les phrases qui changent la façon dont on voit les choses. Il m'avait dit « Ne négociez jamais depuis la peur, négociez depuis la force ». Je regardais Gilles, et je répondis simplement « Je veux ce qui m'appartient ». Il attendit que j'en dise plus. Je n'en dis pas plus. Je pris mon sac, remis mon manteau qui n'avait pas bougé de mes épaules, et marchai vers la porte. Françoise. Mon avocat contactera le tien demain matin. J'ouvris la porte. L'air frais du couloir entra dans l'appartement. Et je sortis. Dans l'ascenseur, en descendant les 6 étages, je regardais mon reflet dans la petite glace oblongue fixée sur la paroi de métal brossée. Une femme de 54 ans, manteau sombre, cheveux légèrement humides de la pluie de l'après-midi, regard calme. Je ne la reconnus pas tout de suite. Puis je réalisai que c'était peut-être parce que c'était la première fois depuis longtemps que je me voyais tel que j'étais vraiment. Et non tel qu'il m'avait appris à me voir. Le lendemain matin, je me réveillais dans la chambre d'amis avec ce sentiment particulier des jours qui ont quelque chose d'irréversible en eux. Pas d'angoisse, pas d'excitation, mais cette conscience aiguë que certaines choses allaient se passer aujourd'hui et qu'après elles se seraient repassées, et que rien ne serait plus tout à fait comme avant. Il était 7h20. Par la fenêtre, Lyon s'éveillait sous un ciel bas et uniforme, de ce gris doux et laiteux propre au matin de novembre. J'entendais la circulation en bas, les premiers tramways, une sirène lointaine qui s'évanouissait dans la ville. Des bruits ordinaires. La vie ordinaire des gens qui ne savent pas que quelque chose se joue ici, dans cet appartement, dans cette chambre d'amis avec son couvre-lit, bleu pâle. Je pris mon téléphone. Un message de Marcel, envoyé à 7h02. L'avocat de Gilles a appelé ce matin à 6h45. Il veut une réunion aujourd'hui. Ne répondez à rien avant qu'on se soit parlé. Je posai le téléphone sur le couvre-lit. 6h45. Gilles n'avait pas dormi. Je me levai, m'habillai, descendis dans la cuisine. Gilles n'était pas là. Son manteau n'était plus accroché dans l'entrée, ses clés avaient disparu de la console. Il était parti tôt, peut-être très tôt, peut-être n'avait-il pas dormi du tout. Je fis du café, bus debout près de la fenêtre, regardai les toits mouillés, les pigeons qui marchaient sur les gouttières avec cette dignité absurde qu'ont les pigeons même sous la pluie. Puis, j'appelai Marcel. Il décrocha immédiatement. « Ils veulent négocier », dit-il sans préambule. « L'avocat de Gilles m'a proposé une réunion à 4 parties cet après-midi. Vous, moi, lui, Gilles. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils ont peur du conseil de demain. Sa voix était calme, mesurée, avec cette inflexion légèrement plus animée que je lui connaissais quand les choses allaient dans la bonne direction. Petit. Ils préfèrent régler ça entre eux plutôt que de laisser le conseil voter. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Un silence court. Je pense que nous devons y aller, pas pour accepter ce qu'ils proposent, pour voir ce qu'ils proposent. Ce sont 2 choses très différentes. Nous nous retrouvâmes à 14h dans une salle de réunion neutre, choisie par l'avocat de Gilles, un cabinet dans le 2e arrondissement, avec une grande table ovale en verre et des chaises grises identiques tout autour, le genre de salle conçue pour que personne n'ait l'air d'être chez soi. Ce qui, d'une certaine façon, était l'idée. Gilles était déjà assis quand nous entrâmes. Je le regardais brièvement en prenant ma place en face de lui.
Il avait l'air de quelqu'un qui avait vieilli de plusieurs années en l'espace de 11 jours. Ses épaules, habituellement portées avec cette assurance légèrement théâtrale que je connaissais si bien, étaient légèrement rentrées. Il y avait quelque chose de défait dans la ligne de sa mâchoire. Ses mains, posées à plat sur la table en verre, étaient immobiles, mais d'une immobilité forcée, le genre qu'on s'impose quand on a peur de laisser voir qu'elle tremble. Son avocat, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux très noirs et au costume très ajusté, prit la parole en premier. Nous pensons qu'un accord amiable est dans l'intérêt de toutes les parties. Marcel posa ses mains sur la table. Nous vous écoutons. L'avocat de Gilles ouvrit un dossier. Monsieur Marchand est prêt à reconnaître que la soirée du 15 octobre a donné lieu à des propos déplacés et blessants. Il dit ça avec la neutralité professionnelle des gens habitués à transformer les catastrophes humaines en formulations juridiques. Il est prêt à s'engager dans une procédure de divorce par consentement mutuel avec un partage équitable des biens. Marcel ne bougea pas. Définissez équitable. L'avocat sortit une feuille. 50% de la valeur de la résidence principale. La résidence secondaire en Bretagne reste à Monsieur Marchand. Une pension compensatoire sur 3 ans. Le silence qui suivit dura exactement le temps que Marcel avait décidé de le laisser durer. Puis il dit, avec une voix parfaitement calme, « Non ». L'avocat de Gilles cligna des yeux. « Pardon ? Non ». Marcel ouvrit sa propre chemise. « Voici ce que nous voulons ». Il posa le document sur la table, le même qu'il m'avait montré dans le café du Vieux Lion. Je connaissais chaque ligne par cœur maintenant. L'avocat de Gilles le parcourut. Son expression ne changea pas vraiment, mais il y eut quelque chose dans la façon dont ses yeux s'arrêtèrent un instant sur la clause concernant les dépenses dissimulées qui me dit qu'il avait vu ce qu'il craignait de voir. Il se racla la gorge. Ces conditions sont excessives. Ces conditions sont fondées sur des preuves documentées. Marcel était d'un calme absolu. 5 témoignages signés, 2 enregistrements vidéo sous 2 angles différents, 5 ans de relevés bancaires et une tentative d'influence sur 2 témoins la semaine dernière que nous avons également documentés. Gilles leva les yeux vers moi pour la première fois depuis que nous étions assis. Je soutins son regard. Pendant longtemps, dans cette vie que nous avions partagée, j'avais détourné les yeux devant lui, par réflexe, par habitude, par cette capitulation silencieuse qui s'installe dans les corps des gens qu'on a trop longtemps habitués à céder. Je n'avais pas décidé un jour de détourner les yeux. Ça s'était installé progressivement, comme tout le reste. Ce jour-là, je ne détournais pas les yeux. Il détourna les siens. Son avocat se pencha vers lui et lui murmura quelque chose à l'oreille. Gilles hocha la tête à peine. Un geste minuscule, presque imperceptible. Puis son avocat se redressa. « Nous avons besoin d'un moment. » Marcel hocha la tête. Nous sortîmes dans le couloir, Marcel et moi, pendant que Gilles et son avocat restèrent dans la salle. Le couloir était long, avec une moquette grise et des appliques murales qui donnaient une lumière froide et égale. Je m'appuyais légèrement contre le mur. Marcel se plaça à côté de moi. « Comment vous sentez-vous » dit-il à voix basse. Je réfléchis honnêtement à la question. Étrangement calme. Il hocha la tête. « C'est normal. Vous êtes préparé. » Il regarda droit devant lui. Lui ne l'est pas. Nous restâmes silencieux un moment. Marcel. Je tournai légèrement la tête vers lui. « Ah, si nous obtenons ce que vous avez demandé, est-ce que c'est vraiment fini ?» Il me regarda. « Rien n'est jamais vraiment fini d'un coup, » dit-il doucement. « Il y aura des démarches, des délais, des moments difficiles. » Pause. « Mais ce que nous avons construit ces 11 jours, ça, c'est solide, ça ne disparaît pas. » La porte de la salle de réunion s'ouvrit. L'avocat de Gilles passa la tête dans le couloir. « Vous pouvez revenir. » Nous rentrâmes. Gilles regardait la table en verre. Son avocat prit la parole. « Mon client accepte d'examiner les termes proposés. » Ce n'était pas un accord. C'était le début d'un accord. La différence est importante, et Marcel me l'avait expliqué. Un homme comme Gilles ne cède pas en une réunion. Il recule d'un pas, évalue, cherche un nouvel angle. Ce qu'ils venaient de dire signifiait qu'ils avaient compris qu'ils ne gagneraient pas facilement,
mais pas encore qu'ils avaient renoncé à essayer. Marcel referma sa chemise. « Parfait. Mon cabinet vous enverra la version formalisée dans les 48 heures. » Nous nous levâmes. Et c'est alors que Gilles fit quelque chose que je n'attendais pas. Il dit, d'une voix basse, sans lever les yeux de la table, « Françoise. » Je m'arrêtai. « Je suis désolé. » 3 mots. Je l'ai laissé exister dans l'air de cette salle de réunion avec sa grande table ovale et ses chaises grises identiques. Puis je dis, très calmement, « Je sais », et je sortis. Dans l'ascenseur qui descendait vers le rez-de-chaussée, Marcel resta silencieux un moment. Puis il dit, sans me regarder, « Vous avez bien géré. » Je ne répondis rien. Je pensais à ces 3 mots, « Je suis désolé », et à la façon dont ils arrivaient 11 jours trop tard et 22 ans trop tard simultanément. Je pensais à ce qu'il m'aurait fait il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 20 ans, et je pensais à ce qu'il me faisait maintenant, pas grand-chose, pas parce que j'étais dure, pas parce que j'étais froide, mais parce que j'avais cessé d'avoir besoin qu'il soit désolé pour savoir que j'avais le droit d'être autre chose que ce qu'il avait décidé que j'étais. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. La rue nous accueillit avec son froid de novembre et son bruit ordinaire et sa vie qui continuait sans se soucier de rien de tout ça. Et demain, il y avait encore la partie la plus importante, le tribunal. Le tribunal de grande instance de Lyon se trouve dans un bâtiment de pierre claire, sérieux et silencieux, non loin du quai des Célestins, là où le Rhône longe la ville avec cette indifférence tranquille des fleuves qui ont vu passer trop de choses pour s'émouvoir encore de quoi que ce soit. J'arrivais à 8h45. Seul, d'abord, Marcel m'avait demandé d'arriver quelques minutes avant lui pour prendre le temps de me poser, de respirer, de ne pas entrer dans ce bâtiment avec la précipitation des gens qui ont peur. Je portais un manteau gris que j'avais acheté seul, 3 semaines plus tôt, dans une boutique de la rue de la République, sans demander l'avis de personne. Geste infime, geste immense. Je m'assis sur un banc dans le hall d'entrée. Le bâtiment avait ce silence particulier des lieux où les décisions importantes sont prises. Pas un silence vide, mais un silence habité, chargé de toutes les histoires qui s'y étaient jouées avant la mienne et de toutes celles qui se joueraient après. Des gens traversèrent le hall avec des dossiers sous le bras, des avocats en robe noire qui marchaient vite, des familles assises sur des bancs avec cette expression tendue et fatiguée, des gens qui attendent que quelque chose se décide enfin. Marcel arriva à 9h moins 5. Il portait son manteau habituel, son attaché-case, ses lunettes à fine monture. Il me vit, vint vers moi, s'assit à côté de moi sur le banc 1 minute et dit simplement « Vous êtes prête ?» Ce n'était pas une question. « Oui, dis-je. » Nous entrâmes dans la salle d'audience. Gilles était déjà là, à la table de gauche, avec son avocat au costume très ajusté. Il était habillé avec soin, costume sombre, cravate bordeaux, les cheveux coiffés avec cette précision qu'il apportait toujours à son apparence publique. Mais quelque chose ne collait pas, quelque chose que je percevais peut-être parce que je le connaissais depuis 22 ans. Il y avait une légère rigidité dans ses épaules, une tension dans la ligne de sa mâchoire qui trahissait ce que ses vêtements soigneusement choisis cherchaient à cacher. Il ne me regarda pas quand j'entrai. Je pris ma place à la table de droite, à côté de Marcel, et je posai mes mains à plat sur la table devant moi. Geste calme, geste conscient. La juge entra à 9h10. Elle avait une 50aine d'années, les cheveux châtains coupés courts, des lunettes à monture épaisse. Elle s'assit, ouvrit le dossier posé devant elle, le parcourut quelques instants en silence, puis leva les yeux vers la salle. L'audience est ouverte. Marcel se leva le premier. Il présenta le dossier avec cette clarté méthodique que je lui connaissais. Pas d'effet de manche, pas de rhétorique excessive, simplement les faits dans l'ordre et les preuves dans l'ordre, posés les uns après les autres comme on pose les pierres d'une construction dont on sait qu'elle tiendra parce qu'on l'a bâtie avec soin. Il commença par la soirée du 15 octobre. « Madame la Présidente, nous demandons que l'enregistrement vidéo soit visionné en intégralité. » La juge hocha la tête. Un écran avait été installé sur le côté de la salle. La lumière baissa légèrement. Et la vidéo commença. Je regardais l'écran.
me regardait, debout dans cette salle de réception, ma robe bleu marine, mes boucles d'oreilles en perles. Regardait Gilles tenir son verre levé avec ce sourire. Et entendit, dans le silence de cette salle d'audience, sa voix sortir des haut-parleurs avec une netteté parfaite, sans ambiguïté, sans possibilité de réinterprétation. Cet éléphant ne me donne que du dégoût et dépense tout mon argent. Quelqu'un derrière moi retint son souffle. Qui en veut peut la prendre. J'en ai assez de cette ratée. La vidéo continua. On voyait Marcel se lever. On me voyait prendre le microphone. On entendait ma voix, cette voix que je n'avais pas reconnue sur le moment, cette voix ferme et calme qui n'avait pas tremblé. On voyait Gilles faire un pas vers moi et s'arrêter net quand j'avais dit non. Puis l'écran s'éteignit. La lumière revint. La juge regardait Gilles. Son avocat se leva. « Madame la Présidente, mon client reconnaît que ses propos étaient inappropriés. Il s'agissait d'une tentative maladroite d'humour dans un contexte de pression professionnelle intense, et M. Marchand regrette profondément. Maître. » La voix de la juge était neutre mais précise comme un scalpel. J'ai regardé la vidéo. Courte pause. Votre client souriait. L'avocat de Gilles ouvrit la bouche, la referma. Marcel se leva alors et présenta les témoignages, 5 déclarations écrites, lues à voix haute par le greffier, une par une, avec leurs détails précis et leurs formulations distinctes, qui donnaient à l'ensemble une cohérence impossible à fabriquer. L'assistante de direction qui travaillait là depuis 9 ans. Le responsable logistique. La femme du partenaire commercial. 2 autres employés qui avaient contacté Marcel spontanément dans les jours suivants. Chacun disait la même chose avec ses propres mots. Ce n'était pas une blague. C'était délibéré. C'était cruel. Puis vinrent les relevés bancaires. Marcel les présenta méthodiquement, 5 années de documents financiers réduits à une démonstration claire et froide, les transferts systématiques, les restrictions progressives, les dépenses personnelles dissimulées. Il ne dramatisa rien. Il n'avait pas besoin de dramatiser. Les chiffres parlaient avec cette éloquence particulière des chiffres qui ne peuvent pas mentir. La juge prenait des notes. L'avocat de Gilles tenta plusieurs fois d'intervenir, de nuancer, de contextualiser. La juge l'écoutait, notait et continuait. Ce fut au moment où Marcel évoqua la tentative d'influence sur les témoins que je vis Gilles se raidir pour la première fois depuis le début de l'audience. Son avocat posa une main brève sur son avant-bras, geste discret, professionnel, qui signifiait « restez calme ». Et Gilles se raidit encore davantage, comme si ce geste l'avait rappelé à une réalité qu'il s'efforçait de ne pas regarder en face. Marcel conclut. « Madame la Présidente, ce que nous avons présenté aujourd'hui n'est pas simplement le récit d'une soirée difficile, c'est la documentation d'un schéma comportemental sur 22 ans, contrôle financier, humiliation psychologique systématique, isolement progressif. La soirée du 15 octobre n'est pas une exception. C'est le moment où ce schéma est devenu visible pour tous. » Il se rassit, la juge regarda Gilles. « Monsieur Marchand, souhaitez-vous vous exprimer ?» Gilles se leva lentement. Il parla pendant plusieurs minutes. Sa voix était posée, contrôlée, avec cette aisance orale que 20 ans de réunions d'entreprise lui avaient donnée. Il parla de la pression professionnelle, de l'épuisement, des difficultés conjugales partagées, du regret sincère. Il était convaincant, de cette façon dont les gens, très habiles à gérer leur image publique, sont toujours convaincants, même quand ils n'ont plus grand-chose à défendre. Quand il eut terminé, la juge le regarda un long moment. Puis elle dit « Monsieur Marchand, j'ai exercé ce métier pendant 26 ans. » Elle posa son stylo. Et ce que j'ai vu sur cette vidéo n'était pas de l'épuisement. Silence. C'était de la satisfaction. Gilles baissa les yeux. La juge prit le temps de relire ses notes. La salle attendait dans un silence total. Ce silence des moments où tout le monde comprend que ce qui va être dit va compter, va rester, va changer quelque chose d'irréversible. Elle leva les yeux et lut la décision. Violence psychologique avérée sur la durée du mariage. Humiliation publique documentée. Abus économiques établis par les relevés financiers. Tentative d'influence sur témoins retenue comme circonstance aggravante. En conséquence, 50% de l'ensemble des biens acquis durant le mariage, résidence secondaire incluse.
Pension compensatoire sur 5 ans, calculée sur la base des revenus de Gilles et des années d'interruption professionnelle de Françoise. Indemnisation pour préjudice moral. Et une phrase, prononcée par la juge avec cette neutralité précise des formulations juridiques qui n'en sont pas moins dévastateurs. L'humiliation systématique au sein d'un mariage ne relève pas du conflit conjugal ordinaire. Elle constitue une forme de violence reconnue par la loi, et elle sera traitée comme telle. Je ne pleurais pas. Je pensais à quelque chose d'étrange, d'inattendu. Je pensais à ma mère, à ses boucles d'oreilles en perles que j'avais portées le soir de la fête, à cette façon qu'elle avait toujours eue de dire que les femmes de sa génération avaient trop souvent confondu la patience avec la résignation. Je pensais à ce que j'aurais voulu lui dire maintenant, à ce qu'elle aurait peut-être dit en retour. Quand nous sortîmes dans le couloir, Gilles tenta de s'approcher de moi. Son avocat fit un geste discret pour l'en dissuader. Il ne l'écouta pas. Françoise. Je m'arrêtai. Il était là, dans ce couloir avec sa moquette grise et ses appliques froides, et il ressemblait à quelqu'un que j'avais connu très longtemps dans une autre vie. Tu as obtenu ce que tu voulais. Je le regardais. Non, dis-je doucement, j'ai obtenu ce qui m'appartenait. Il n'y avait rien d'autre à dire. Je me retournai et marchai vers la sortie. Les grandes portes du tribunal s'ouvrirent sur le quai des Célestins, et la lumière de novembre entra. Cette lumière dorée et horizontale de l'automne finissant, qui posait sur les pavés mouillés du quai une clarté douce et précise, sans ombre dure, sans violence. Le Rhône coulait derrière les platanes dénudés avec son indifférence habituelle et magnifique. Marcel marchait à côté de moi. Nous restâmes silencieux un long moment à regarder le fleuve. Puis il dit, sans me regarder, « Comment vous sentez-vous » Je réfléchis vraiment à la question. Je pensais aux 22 ans, aux mots pliés et rangés dans des tiroirs imaginaires, aux roses jaunes sur le comptoir de la cuisine, au banc de la place Bellecour sous les platanes, la nuit de la fête, quand j'avais commencé à raconter ma vie à un homme que je ne connaissais pas encore, à la femme dans le miroir de l'ascenseur, et je dis la seule chose vraie que je trouvais. Légère. Le Rhône continuait de couler, et pour la première fois depuis très longtemps, le froid de novembre ne m'atteignait plus.